participer à ce forum. Et pourquoi cette vidéo? On organise son premier forum des jeunes de demain et nous donne la possibilité de s'exprimer sur l'actualité et des sujets qui nous tiennent à cœur. Et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, on a enfin la possibilité de s'exprimer comme ça en direct, comme on le fait. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative et c'est juste plus inclusif tout ça et j'ai vraiment pu saisir ma chance comme j'ai déjà fait le forum, enfin le programme de Révèle. Donc j'ai déjà fait partie de l'association et donc ça s'inscrivait dans l'intimité de mon expérience. Et du coup, concernant l'éducation, c'est important aussi parce que je l'ai fait avec Deb et donc vidéo et sur YouTube et sur notre site. C'était important pour nous parce que on voulait parler d'une éducation qui était pluraliste et d'une éducation qui est émancipatrice, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle prenait différentes formes. L'éducation, ce n'est pas que l'école. Et ça peut passer notamment par la culture générale, c'est ça qu'on voulait dire. Comment toi, tu t'éduques? Ça veut dire quoi pour toi, t'éduquer? Est-ce que tu lis le mot éducation et émancipation? Alors, pour moi, une des meilleures façons de s'éduquer, ça sera notamment à travers les échanges, à travers le partage. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, dans le sens où l'éducation, effectivement, ça va de pair avec l'émancipation. Du coup, par exemple, toi, tu t'éduques. Quelles sont tes ressources d'éducation que tu encourages? Je pense que à cette question, j'aime beaucoup l'expression allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que apprendre en s'amusant, apprendre vraiment en se faisant plaisir, aucun rien du tout. On prend l'exemple des apprendre l'anglais, c'est vraiment un truc super important, les séries pour apprendre l'anglais. Lire aussi, oui, des articles de journaux, lire des articles qui sont faits par des chercheurs, des enseignants, des revues aussi, si c'est possible, lire le journal, pourquoi pas. Et oui, juste lier l'utile. Et alors, tu as parlé dans ton éducation, ce qui est très important, tu as dit c'est l'échange, les rencontres. Pourquoi dans ta vidéo, donc comme tu l'as dit, qui est en ligne, qui est sur YouTube et qui est sur votre site et qui est sur Instagram, pourquoi tu as voulu rencontrer Karima Daoud? Pourquoi elle? Alors, Karima Daoud, comment dire, Karima Daoud, en fait, dans la vidéo, elle explique elle est éducatrice. Et donc, en fait, elle se sent sur les femmes. Les femmes, le besoin des femmes, les besoins que les femmes ressentent. Et c'est une bonne approche dans le sens où elle en parle aussi. Elle dit qu'on a des droits d'ailleurs qui sont, pas vulnérables, qui peuvent être remis en question lorsqu'il y a une crise. Et il faut. Des femmes qui sont remises en question. Pardon? Quoi? Non, c'est des femmes qui sont remises en question en premier. Oui, voilà, exactement. Exactement. Et l'éducation, eh bien, et notamment spécialisée, eh bien, on aura un outil d'émancipation et je trouve que Karima s'inscrit dans la démarche. Comment tu as fait sa connaissance? C'est Daphne Génie, donc la fille avec qui il travaillait avec elle à travers le collectif Navon la ville. Et donc, dans le collectif, elles travaillaient et elles ont se mettre en connexion. Du coup, Karima Daoud s'inscrivait bien dans cette démarche. Du coup, elle est très inspirante. Quelqu'un, on sent vraiment d'abord qu'elle est sur le point. C'est quand même très important. Qui femme. Elle parle beaucoup de ses valeurs, des valeurs qui sont sur le terrain. C'est lié. C'est déjà. Il y a un mot aussi qui revient beaucoup dans votre vidéo. C'est engagement, être engagé. Oui. Politique, ça revient beaucoup. Oui. Et le mot valeur. Oui. Quelles sont les valeurs à toi, Célia? L'égalité, elle parle beaucoup de ses valeurs, elle porte dans son travail et aussi de son éducation. Elle parle beaucoup de sa famille, de sa maman notamment. Toi, quelles sont tes sources d'inspiration et quelles sont les valeurs qui te portent dans ton engagement? Et si tu veux nous préciser encore plus ton engagement. Oui, alors, concernant mon engagement, ce qui est très important pour moi et
j'en profite d'ailleurs dans le cadre de ce live, c'est de s'engager politiquement, dans le sens où c'est très important pour moi que les citoyens aillent voter. C'est vraiment essentiel. C'est essentiel. On l'a vu à travers les élections municipales. Les taux d'abstention étaient vraiment élevés. Et je trouve que les citoyens doivent saisir cette chance qui est d'aller voter parce que leur voix compte, premièrement. Et ensuite, leur voix légitime, en fait, les représentants. Les représentants, ils sont élus, ils nous représentent. Et en fait, on a le droit de leur demander des comptes lorsqu'ils sont au pouvoir. Et donc ça pour moi, ça se rapporte à une de mes valeurs qui est donc le service de l'intérêt général. C'est super important pour moi parce que, en fait, la politique, c'est ça. C'est le service de l'intérêt général. C'est servir donc les citoyens et surtout servir tous les citoyens. Lorsqu'on vote pour les représentants, ils sont élus, donc leur légitimité émane de nos voix. On a le droit de leur demander des comptes parce qu'on a voté pour eux. Ils sont là pour nous servir, c'est pour ça qu'ils ont été élus. On a le droit de leur demander des comptes lorsqu'on a voté pour eux et également lorsqu'on n'a pas voté pour eux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, notamment dans les quartiers populaires, Eh bien, je trouve que le vote, et donc pour moi le vote c'est une manière d'exprimer sa volonté et une manière d'exprimer ce que l'on souhaite en fait. Lorsque on vote pour quelqu'un, lorsqu'il a un programme et lorsqu'il nous dit qu'il va nous représenter, on a le droit de croire en lui ou en elle. Et donc, on a le droit d'être représenté de manière effective. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt général, c'est super important pour moi parce que, justement, lorsque un élu est représenté, enfin, un élu est élu, eh bien, il représente tout le monde. Il représente ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il représente ceux qui ont voté pour lui. Il représente ceux qui ne votent pas, ceux qui ne votent plus. Est-ce que tu peux explication pourquoi beaucoup de jeunes, contrairement à toi, ne croient plus au vote? Et je pense que c'est aussi un souci de représentation. Je pense que c'est aussi un souci de représentation et de représentation dans le sens où peut-être qu'on ne se sent plus représenté. Peut-être qu'aujourd'hui, il manque de figures féminines. Peut-être qu'il manque aujourd'hui de figures qui représentent tout le monde, en fait. Le paysage est divers et varié, les gens sont divers et variés. Et donc, il faut une pluralité des représentations. Et donc, je pense que c'est en ça que les gens pourront se sentir plus représentés. Quelles sont les valeurs qui te portent? Oui. Alors moi, les valeurs qui me portent, je dirais que c'était le partage, tout d'abord, l'écoute et le respect. Le respect de tout à chacun. C'est-à-dire le respect des opinions, le respect d'un avis qui diffère. Et c'est en ça, en fait, que du coup, on fera société et qu'il y aura moins de conflits, en fait. Voilà, je dirais que c'est ces trois valeurs-là. Tu disais que tes valeurs, c'était le partage, l'écoute, oui. Le respect. Et notamment, oui. très intéressant, je trouve, c'est le respect des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Oui. Et tu as dit que pour toi, c'était un fondement pour faire société, pour faire démocratie, en fait. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Tu as dit très important, tu as dit que les jeunes, comme toi, beaucoup n'allaient plus voter, même si pour toi, c'est quelque chose de très important, tu es très impliqué, tu vas voter. Mais beaucoup de jeunes, en fait, ils ne se sentent pas représentés. Ils ne voient pas en fait, que ça peut changer leur vie, en fait, ou qu'on s'intéresse à eux. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, en fait, au-delà de tout ça, au-delà d'un manque de représentation, au-delà, comment dire, peut-être, j'aime pas trop ce terme, mais peut-être décalage entre le discours politique et la réalité, je dirais que il y a aussi peut-être, et j'aime pas aussi ce mot, une incompréhension, entre guillemets, je mets d'énormes guillemets parce que vraiment, je pense vraiment que tout le monde peut comprendre la politique, mais peut-être qu'on ne prend pas le temps de s'y intéresser. Et donc, si on explique le mode de fonctionnement des systèmes électoraux aux différentes personnes, aux gens qui ne votent pas, aux gens qui ne votent plus,
aux gens qui n'ont pas envie de voter, aux gens qui ne croient plus du tout en la politique, je pense sincèrement qu'il peut y avoir une augmentation des taux de participation au vote, en fait. Et c'est ce que je voulais faire. Pour toi, c'est très, très important. J'ai l'impression aussi dans ton engagement, Oui. très engagé auprès de Révèle, de l'association, il y a l'égalité Oui. hommes-femmes. Comment tu envisages des actions pour plus d'égalité? Pourquoi l'égalité homme-femme, c'est très important pour toi? C'est intéressant ce qu'a dit Karima, là où dans la vidéo, ce que doivent prendre les femmes dans la société. Eh bien, pour moi, l'égalité entre les hommes et les femmes fera en sorte que, d'abord, nous serons émancipés et qu'en plus, comment dire, donc le féminisme, évidemment, est centré sur les femmes, mais pourra aussi libérer les hommes. Dans la mesure... La définition du féminisme? Ma définition du féminisme, c'est l'égalité simplement entre tous les genres. L'égalité entre tous les genres, c'est simplement ça. J'aime beaucoup ce mot féministe et j'ai découvert récemment que tout le monde ne s'identifiait pas à ce mot parce que pour moi, être féministe, pour moi, c'est simplement ne pas être sexiste en fait. C'est vouloir l'égalité entre tous les genres, entre les hommes, les femmes, les personnes non binaires, toutes les minorités, absolument tout le monde. Et lorsque je parle de féminisme, par exemple, j'avais un exemple là récemment sur les réseaux sociaux d'un garçon qui avait les cheveux plus longs que la norme, entre guillemets. Et donc, on s'est un peu moqué de lui. Le problème, c'est que le féminisme, c'est aussi, donc d'abord ne pas se moquer des garçons. En fait, ça montre bien que lorsqu'on se moque des garçons qui ont du coup les cheveux plus longs que la norme, c'est aussi que du coup on dit qu'en fait les filles doivent avoir les cheveux longs. Parce qu'on s'est moqué de lui, on lui a dit bon voilà, tu ressembles un peu à une femme, mais en fait mais non en fait. C'est pas ça. Contre tous les stéréotypes, un peu. Voilà. Exactement. Le féminisme, c'est d'avoir l'égalité entre tous les genres et aussi simplement une émancipation contre les stéréotypes, contre toutes les petites cases dans lesquelles on voudrait enfermer tout le monde. On revient à une de tes valeurs, du respect, et le féminisme revient à incarner une des valeurs très importantes pour toi, qui est le respect de chacun, le respect de l'autre. Quel qu'il soit. Donc on sent vraiment que c'est une valeur qui est au cœur de ce que tu es et de ce que tu fais. Hein. Oui. Et quand donc Karima, elle a parlé beaucoup de femmes courageuses qu'elle a vues pendant le confinement. C'est dans la vidéo. J'invite tout le monde à aller voir la vidéo qui est vraiment très intéressante. Et Karima parlait des femmes très courageuses qu'elle avait rencontrées notamment dans les derniers mois qu'on a traversés. Et de sororité, c'est un mot aussi que vous avez employé aussi. Indépendance, sororité, émancipation, c'est des mots qui reviennent beaucoup. Je voulais savoir aussi, est-ce que la sororité, c'était un mot que tu avais découvert ces derniers mois avec Révèle? Est-ce que ça a pris beaucoup de place dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut dire au quotidien? Et je voulais savoir si toi aussi, cette expérience des derniers mois, ça a changé quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ça a confirmé? Quelle conviction, quelle envie d'engagement? Ou au contraire, quelle surprise tu as eue? Ou qu'est-ce que tu as découvert dans les derniers mois difficiles qu'on a traversés ensemble? Alors, au niveau de la sororité, donc pour répondre à la première question, c'est vrai que le mot sororité, je l'ai découvert avec Révèle. Je connaissais le mot fraternité, évidemment, mais je connaissais pas sororité. C'est vraiment le lien c'est vraiment le terme central, un des termes centrales, un mot central chez Révèle, et c'est un mot que j'ai découvert du coup quand j'ai fait le parcours en avril 2017. Et concernant la seconde question, la seconde question concernant donc la période difficile qu'on a vécue, effectivement, ça a confirmé quelque chose. D'abord, ça a confirmé que on avait besoin de plus de justice sociale. Plus de justice sociale, plus de représentation. Cette question revient tout le temps parce que donc même avant la crise, oui. Justice sociale, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Ouais. Les gens le disent et puis ils ne font rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justice sociale? Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu dis justice sociale?
Bah pour moi, la justice sociale, c'est donner les outils, les moyens et les financements de manière égalitaire à tout le monde. Et de manière égalitaire et même de manière équitaire, en fait. Installer une certaine équité dans le sens où tout le monde devrait avoir les ressources dont il a besoin et dont il nécessite. Donc ça passe par la redistribution, ça passe par encore la représentation de tout le monde. Et ça passe aussi par oui, enfin, juste ce souci de justice et juste de faire, de faire les choses de manière juste. Lorsqu'on voit une situation qui est inégalitaire, qui n'est pas juste, on se dit bon bah voilà, là maintenant tout de suite on a besoin de justice sociale. Et alors, je fais juste une aparté, j'en profite pour les gens qui sont là. D'ici quelques minutes, vous pourrez poser vos questions. Ah, Célia, j'ai oublié de le dire au début du live. Un chat, questions-réponses. Donc, pour toi, la justice sociale, pareil, c'est extrêmement central. J'aime beaucoup aussi voilà, ta définition de la sororité. Et aussi, je vais te demander, est-ce que du coup, tu as des figures qui t'inspirent, que ce soit femme ou homme, qui t'inspirent sur toutes ces valeurs, des personnes qui t'inspirent, que tu vois comme des rôles modèles. Alors évidemment, Révèle vous présente des rôles modèles, des femmes qui, par leur parcours, vous accompagnent. Est-ce que tu as des figures de référence sur toutes les valeurs que tu portes, qui correspondent à des gens ou des personnes que tu aimerais voir plus en représentation dans les instances dirigeantes? Eh bien, un exemple, par exemple, au niveau du féminisme, au niveau de la représentation, je pense que ce serait Christiane Taubira qui m'inspirait. Parce que de par son féminisme et de par son souci d'égalité et de par son souci de représentation, elle m'inspirait beaucoup. Ouais, Axel est de retour. Je suis de retour pour ta réponse. Okay. Du coup, je voulais dire aussi par rapport à Christiane Taubira qu'elle représentait du coup tout ce que je voulais voir en politique. Et c'est vraiment un exemple de féminisme. Un des endroits dans lequel il y a le plus de sexisme, c'est les institutions politiques. Et eh bien, je pense qu'avec la parole qui se libère, avec les mouvements qu'il y a actuellement, avec la sororité dont on fait preuve, eh bien, tout cet ensemble crée un mouvement en fait dans lequel les femmes pourront s'émanciper, notamment à travers les institutions. Il y a aussi quelque chose que tu as dit dans la vidéo pour le forum Égalité, tu sais, quand tu as fait la vidéo de présentation, oui. Tu as dit qu'on ne te donne jamais la parole. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as l'impression qu'on ne t'écoute jamais, qu'on ne vous écoute jamais? Et comme aujourd'hui tu l'as, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui ne te la donnent jamais? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire comme message? Parce qu'on est là pour te donner la parole, on est là pour t'entendre beaucoup plus, et puis tu dis des choses tellement vraies, tellement justes, tellement intelligentes, tellement bienveillantes, tellement nécessaires, qu'on se dit que c'est tellement dommage de ne pas t'entendre plus et de ne pas te la donner. Alors tu as la parole, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui ne te la donnent jamais? Ce que je veux dire, c'est que ça se rapporte du coup à une réponse que j'avais donnée concernant mes valeurs et concernant l'écoute. Je pense aujourd'hui qu'on peut s'inspirer de la voix de la jeunesse, on peut s'inspirer de toutes les propositions que l'on puisse faire. Il existe de nombreuses organisations pour que l'on fasse des propositions, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais plus qui l'avait dite, mais c'était « Nous sommes les meilleurs, les personnes les mieux placées pour savoir ce dont nous avons besoin ». Et ainsi, on doit avoir la parole parce que nous sommes les meilleures personnes pour édicter ce dont nous avons besoin par rapport à nos besoins, par rapport à nos nécessités. Et donc, certes, il y a de la représentation, mais il y a aussi donner le micro. Et donc lorsqu'on donne le micro, c'est un... Comment on pourrait plus donner le micro à la jeunesse et aux femmes, justement aux jeunes femmes comme toi? Est-ce que ça passerait par plus d'assemblées citoyennes? Est-ce que ça passerait par... Comment tu imagines pour qu'on vous tende le micro toujours plus? Eh bien, je pense que ça doit venir de tout un chacun, de tous les députés, de tous les sénateurs, de tous les parlementaires, de tous les politiciens en général et même de tout le monde en général. Je pense, pour répondre à cette question, qu'ils doivent être profondément convaincus que
la parole doit être donnée et la parole, en fait, doit être relayée. C'est pas parce qu'on va donner la parole qu'on ne l'aura plus. Simplement, on partage. Et donc, peut-être plus d'assemblées citoyennes, il y en a, il y a des institutions pour s'exprimer, mais il doit aussi y avoir c'est aussi un problème d'effectivité, en fait. Parce que, comment dire, en fait, le droit est là, les lois sont là, l'égalité, elle est là. J'ai pas envie de dire qu'elle est acquise, mais elle est là dans les textes de loi. Maintenant, il faut juste les mettre en application. Il y a la réalité donc des textes et la réalité de terrain. Lorsque, par exemple, les députés, lorsque les politiciens respectent la loi de la parité, ça c'est bon, la parité est effectivement appliquée, mais lorsqu'ils mettent des femmes dans des endroits où ils savent qu'ils ne vont pas, où les femmes ne vont pas gagner, c'est pas juste. Bah, c'est pas juste du tout. Exactement. Lorsque les femmes on donne la parole aux femmes, mais bon bah on se dit bon bah ok à son tour et après de toute façon après on me donnera la parole et je monopoliserai la parole. Lorsqu'on va me donner le micro, je vais le tenir plus longtemps que les autres. Ça aussi c'est pas juste. Donc je pense que le problème c'est un souci d'effectivité et surtout un souci de croire en fait en de croire au principe et de croire au souci de représentation. Et aussi, tu crois pas aussi, Célia, que c'est une question de faire confiance aussi aux jeunes? Oui, aussi, je pense qu'aussi c'est une question de faire confiance et c'est une question d'estimer les femmes et les minorités et toutes les minorités à leur juste valeur. Ça sera aussi notamment les hommes qui sont issus de milieux dits populaires. C'est une question de faire confiance, mais c'est aussi une question d'estimer en fait. D'estimer et de respect. Voilà. On revient toujours à ta valeur. Et Karima, elle a dit quelque chose dans ton interview. Elle a dit qu'on ne demande pas à prendre sa place, on va la chercher. On la prend. On ne demande pas la permission. On ne demande pas s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre, comme si on devait s'excuser ou comme si on devait demander la permission à qui que ce soit, on la prend, on va la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, je trouve que tu as l'air très déterminée et que tu n'attends personne pour te dire d'abord ton pouvoir d'action, tu le prends, le pouvoir, tu agis. D'abord, est-ce que tu as toujours eu ça en toi? Cette envie d'agir et cette faculté à aller prendre sans qu'on te demande quoi que ce soit ou d'aller prendre ta place. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ou est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert récemment, que tu voulais t'impliquer, prendre ta place, avoir le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action et pas attendre qu'on te la donne? Et si tu as pris plus de confiance en toi pour le faire récemment, qu'est-ce qui t'a donné cette confiance? Qu'est-ce que tu peux partager avec les jeunes femmes et les jeunes en général d'ailleurs pour avoir plus confiance en eux, pour se dire j'y vais, je prends ma place et je dis ce que j'ai à dire et je vais changer les institutions, la société. Ouais. Concernant le pouvoir d'agir, je l'ai découvert du coup avec Revel. J'ai toujours eu cette détermination, mais en fait, Revel m'a vraiment donné les outils et m'a vraiment montré comment je devais faire et comment je devais mettre en place en fait toutes mes ambitions et comment je devais appliquer ou comment je pouvais appliquer toutes les mesures que je voulais faire. Parce que du coup, il y a une pluralité d'options. Donc ça déjà c'est le point numéro 1. Et ensuite concernant il y avait une autre question concernant, je sais plus ce que c'était. Ah oui, voilà, la place. Concernant la place, il y a une phrase que j'aime beaucoup encore, que j'ai découverte sur Revel, qui est lorsqu'il n'y a pas de place pour nous, il faut aller la créer. Je sais qu'il n'y a pas de place pour moi. Évidemment qu'il y a, il n'y a pas une petite place qui m'attend. Bon, bah voilà, madame la députée, madame Réby, veuillez vous... Non, ça n'existe. Je suis totalement d'accord avec Karima lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de place pour nous. Évidemment qu'il n'y a pas de place pour nous. Les gens, et justement c'est pour ça qu'on lutte, les gens veulent, moi je veux lutter pour l'intérêt général. L'intérêt général, ça sera me donner le micro, ça sera donner le micro à mon ami, à mon autre ami, à l'autre personne que je ne connais pas, ça sera donner la parole à tout le monde. Et donc on ne nous donne pas notre place, il faut aller la chercher, il faut aller la créer et il faut la prendre. Dans le sens où
il n'y a pas de place pour moi, ça je le sais, mais la place, je vais la créer et l'univers politique, il faut l'agrandir. Et c'est pour ça que du coup, il y a un souci de féminisme et de représentation. Tout ça, ça s'inscrit dans notre lutte et encore une fois pour l'intérêt général. Et la dernière question, c'était... Non, c'était. Bah, tu as très bien répondu. Comment tu avais pris conscience de ton pouvoir d'agir. Alors, j'ai l'impression que le groupe et le fait qu'on te regarde ou qu'on te donne confiance en toi, c'est très important. Révèle a joué un rôle capital. Donc, le pouvoir de la communauté, du groupe, de la bienveillance, des regards qui te disent mais tu peux rêver en grand. Célia députée, Célia consul, Célia présidente. C'est pas. Tu as le droit de rêver à tout ça. Tu as les capacités. Donc, j'ai l'impression que le groupe a été très important, le pouvoir de bienveillance que chacune et chacun d'entre nous peut donner à l'autre. J'ai l'impression que c'est ce qui nous fait grandir, en fait, comme des plantes. C'est si on est entouré de ça. Et tu as dit un mot aussi que je trouve très, très important. C'est le mot ambition, Célia. Tu as dit que tu as de l'ambition. Et ça, de rêver en grand, on ne rêve jamais en trop grand. La vie, en plus, enfin, moi, je crois toujours que si tu commences à rêver en grand, tu commences à avoir les lois de l'attraction. Tu commences à plus te comporter de la même façon. Tu commences à envisager les choses différemment et des choses différentes se mettent en place. Donc, j'ai l'impression que le groupe, la communauté, la bienveillance, le rôle d'association comme Révèle, le rôle de tes amis, tu as parlé là de tes amis et de chacune, en fait, en sororité, s'aider les unes les autres. Tu sais, il y a beaucoup de rôles modèles chez Révèle, mais toi, tu es en train de devenir un rôle modèle aussi pour tes amis autour de toi, pour ta communauté autour de toi. Donc, je sens que tu es en train d'en prendre conscience d'ailleurs. Que toi-même, maintenant, en fait, c'est comme un flambeau qu'on se repasse les unes les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est absolument pas une question d'âge. Tu es beaucoup plus un rôle modèle pour tes amis et ta communauté que moi, je ne le suis. Puisque tu es avec elle, tu inspires quelque chose. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est pas seulement une question d'expérience ou de parcours. C'est vraiment une question de ce que tu inspires et ce que tu dis et ce que tu offres et au service aussi de l'autre. Je trouve que tu es beaucoup au service de l'autre, tu parles beaucoup de l'intérêt général. Ça, je pense que tu es déjà un rôle modèle pour ta communauté. En fait, tu es déjà un rôle modèle pour tes amis et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, en fait, qu'on se repasse le flambeau. Donc, le mot ambition n'en est jamais honte, jamais. Surtout chez les femmes, c'est quelque chose parfois qui est très mal vu. Non, sois hyper ambitieuse. Parce que l'ambition, ça n'a rien à voir avec la carrière. Ça n'a rien à voir avec L'ambition, c'est une ambition pour soi, une ambition de vie. Tu comprends? C'est pas seulement réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Et ça, c'est une grande ambition. Et moi, je crois, Célia, que tu as très bien compris qu'une vie, elle est aussi réussie quand les talents qu'on a rencontrent les besoins du monde. Eh bien, toi, tu as des talents qui sont déjà en train de rencontrer les besoins du monde. Et c'est très impressionnant à voir, à regarder et à comprendre en t'écoutant. Et de voir aussi que ça peut aller vite parce que finalement, c'est un chemin que tu as fait récemment. Et en fait, c'est pas comme si Révèle avait transformé qui tu étais. C'est comme si Révèle avait exactement révélé tout ce qui était déjà là. Et ça, c'est très fort et ça t'appartient déjà. C'est déjà à toi. Plus personne ne peut te l'enlever. Plus personne. Le micro, qu'on te le tende ou pas, tu vas le prendre. Ta voix, elle va porter. Et ça, c'est déjà à toi. Ça t'appartient. Et c'est très inspirant pour moi qui t'écoute aujourd'hui, qui te pose des questions. Je n'avais pas cette conscience que tu as à ton âge. Moi, j'ai quasiment 20 ans de plus que toi, Célia. Je n'avais absolument pas cette conscience-là à ton âge. Donc, même si je suis beaucoup plus âgée que toi, c'est toi qui m'inspire aujourd'hui. Tu vois, en termes de responsabilité, de tout ça, c'est très fort. Donc, je trouve que, avant qu'on passe aux questions, en une minute, le monde t'entend, le monde est collé à ton oreille. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tout d'abord, ne cessez jamais de remettre en question vos convictions les plus intimes. Première chose. De remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit plus, mais les mettre au défi, étudier leurs limites, les encadrer, etc. parce que ça nous permettra de progresser et peut-être même de nous améliorer, de nous perfectionner. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est aller voter. Vraiment, c'est tellement important. Et dans la continuité de ce propos, lorsqu'on va voter,
Voilà, donc allez voter et ensuite allez demander des comptes à vos représentants. Allez leur demander pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle décision? Pourquoi est-ce qu'ils ont élaboré tel programme, même dès lors qu'ils sont candidats? Dès lors qu'ils sont candidats, pourquoi avez-vous pris telle mesure? Ainsi, tac, 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 etc. Et lorsqu'ils sont élus, leur légitimité émane de vos voix. Leur légitimité émane du fait qu'ils ont été élus. Et donc, puisque vous avez voté pour eux, vous avez le droit de leur demander des comptes. Parce que leur légitimité émane de vous, c'est leur voix qui font qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir pour être au pouvoir, ils sont au pouvoir pour nous servir. Nous servir, il faut aussi partie du peuple. Mais nous servir dans le sens où ils doivent lutter pour l'intérêt général. Ils nous représentent parce qu'on a voté pour eux, mais ils nous représentent aussi lorsqu'on n'a pas voté pour eux, lorsqu'on a voté pour quelqu'un d'autre. Lorsque le président de la République est président de la République, lorsque le Premier ministre est Premier ministre, lorsque le député est député, il n'est pas député uniquement de monsieur, madame, etc. qui ont voté pour eux. C'est les députés de la nation. Ils représentent tout le monde. Ils représentent les citoyens français, mais aussi les citoyens étrangers qui vivent en France et qui donc alimentent la gestion de la vie. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument demander des comptes aux gens. Et en fait, ils ont le droit d'être mis au défi parce que ils sont là pour nous servir. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important de prendre sa part à la gestion de la vie de la cité. Parce que il y a un discours qu'on a beaucoup entendu récemment. C'était « Vous n'êtes pas d'accord avec cette réforme, vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure, seulement c'était dans le programme. Vous avez voté pour cette personne-là alors que c'était dans le programme. » Ouais, mais le programme, en fait, peut changer. Nous ne sommes pas dans une démocratie, dans une démocratie représentative. Nous ne sommes pas dans une, dans un socle, dans une vision qui est figée. Dans le cadre de la Constitution, il y a écrit qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire que le programme peut changer. Certes, j'ai voté pour vous lorsque vous aviez ce programme-là, lorsque vous aviez cette mesure-là. J'étais d'accord, je voulais cette mesure. Aujourd'hui, je n'en ai plus envie et j'ai le droit de changer d'avis. Et vous devez me représenter parce que j'en veux plus de cette mesure. Alors, bon, d'abord, tu connais la Constitution peut-être mieux que moi. Par contre, alors je comprends. Alors tu as raison, le monde n'est pas figé. On n'est pas des êtres figés du tout. Donc on est fait de. Moi, je crois toujours que les gens qui ne changent jamais d'avis ou qui n'ont que des certitudes sont les gens qui m'effraient le plus dans ma vie. C'est ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, qui savent tout. J'aime beaucoup le doute. Tu sais, le doute critique chez chacun d'entre nous. Je trouve que c'est très sain. Par contre, effectivement, on te donne un mandat. Et quand tu es mandataire, effectivement, il y a quelque chose qui est lié aussi à une vision que tu proposes à un moment. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être un équilibre ou quelque chose d'ailleurs à inventer, que tu nous inventeras sûrement, Célia, entre un contrat moral, un mandat qui a été signé, et le fait qu'on est des êtres agiles, fait de chair et d'émotion, et qu'on n'est pas dans un monde figé. On le voit, la vitesse à laquelle le monde change, et qu'on a le droit de grandir aussi avec la société, et de grandir et d'évoluer sur des sujets. Je pense, par exemple, dans tout ce que tu dis, énormément de gens n'avaient pas la conscience écolo qu'ils ont aujourd'hui, par exemple. Et des choses où je n'ai jamais vu s'engager il y a 2-3 ans, maintenant est très, très important pour eux. Parce que la société, elle change. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Célia, c'était passionnant. Je vois qu'il y a des questions pour toi, donc je ne veux pas priver les gens de ta science. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, Célia, comment fait-on pour avoir ton aisance? Eh bien, Célia, c'est très important pour rassurer les gens parce que moi, je sais que parfois, ça peut être intimidant de te voir comme ça, si parler, d'être passionné, de nous enflammer, de nous emporter avec toi. Je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles savent que ça n'a pas toujours été le cas et que donc c'est aussi pour elles. Tu comprends ce que je veux dire ? Absolument. C'est exactement ça. Ça s'apprend. Vraiment, l'aisance à l'oral. Là, par exemple, je suis là, je fais des blagues, je rigole, etc. Mais je pense aussi à ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, il n'y a pas de pression, mais là, je suis bien, on est entre nous. Mais par exemple, si on fait des plus grands discours, évidemment que tout le monde a une ligne, éditoriale, quoi.
certes, il y a une certaine aisance qui s'apprend, mais il y a aussi une certaine, comment dire, pas une certaine attitude, mais un certain impératif qu'on a d'abord avec nous, parce qu'il y a un message qu'on souhaite faire passer, et il y a un certain aussi impératif envers les gens, c'est-à-dire qu'on a envie de leur faire passer un message. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous guider. Ensuite, concernant l'aisance à l'oral, je ne sais pas, simplement s'exercer avant, réviser son discours. Je pense aussi que tu as dit quelque chose de très important. Moi, je sais que même quand je stresse avant de parler ou pour quelque chose, le message que je veux passer est tellement important que ça dépasse toutes mes peurs. En fait, le besoin que le message passe est plus grand que moi. Tu comprends? Donc, en fait, je m'oublie, ma peur s'oublie dans le moment de partager. Je pense que tu avais peut-être un peu d'appréhension aujourd'hui avant qu'on se parle, mais en fait, tu avais tellement de choses à nous dire, des choses importantes, des envies, que dans le moment, dans la conversation ensemble, il n'y a plus de peur, il y a juste de la passion. Tu comprends? De l'enthousiasme. Oui, totalement. Pour passer ça. J'ai vu une question que j'aime beaucoup. Quelqu'un voudrait te demander, qu'est-ce que tu dirais à la Célia de 30 ans? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? D'abord, à mon avis, d'être fière d'elle déjà. Oui, je pense que je lui dirais qu'elle peut vraiment être fière d'elle parce que bon, là du coup je n'ai que 20 ans, mais du haut de mes 20 ans, j'ai quand même traversé certaines choses. Bah, du coup, toutes et tous, on a traversé le confinement, la crise. Donc déjà, rien qu'à ce stade-là, on peut tous être fiers. Et qu'en plus, j'espère que la Célia de 30 ans, déjà, est là où elle est, ou là où elle veut être, qu'elle lutte toujours pour l'intérêt général, qu'elle est toujours aussi... Enfin, c'est toujours la question de l'intérêt général en fait qui revient pour moi. C'est vraiment pour ça qu'on doit faire de la politique. J'espère qu'elle est vraie avec elle-même et j'espère qu'elle est vraie avec les autres. Et j'espère qu'elle met tout en œuvre pour toujours vouloir atteindre ses objectifs. Et même si elle échoue, c'est pas grave. C'est ça en fait. Même si on échoue, c'est pas grave. Mais bien sûr qu'il faut des échecs. Comment est-ce que je vais rebondir sinon? Comment est-ce que je peux me perfectionner? Je me suis trompée, bah oui. Évidemment que je me suis trompée. Sinon, je peux pas rebondir. Tu sais que je prends des notes dans tout ce que tu dis. Je trouve ça très très beau qu'une jeune fille à ton âge, Célia, croit encore en la politique pour l'intérêt général. Quelque chose. Tu étais à la cérémonie d'ouverture hier. Oui. Il y a quelque chose qui a été dit sur vous êtes la génération consciente. Donc génération égalité, c'est le thème de ce forum. Mais vous êtes la génération action. Vous êtes la génération on y va ensemble. Qu'est-ce que c'est la génération consciente? Je trouvais ça très beau que ça ait été dit. Vous avez l'air ni là ni là. Vous avez juste l'air éveillé. Tu comprends ce que je veux dire? Conscient de tout ce qui se passe et du rôle que vous pouvez jouer là-dedans. Et c'est quelque chose, c'est comme si vous allez vous réapproprier quelque chose. Est-ce que tu vois ta génération comme ça? Parce que je trouve un paradoxe que je trouve incroyable. Les jeunes ne vont pas voter et je ne les ai jamais trouvés aussi conscients, aussi engagés. Est-ce que tu vois ton rôle comme un pont que tu pourrais faire entre l'engagement et le fait de réconcilier avec le vote? Et est-ce que tu te vois comme tu te vois comme la génération égalité, la génération consciente? Bah, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on est l'une des générations qui est l'une des plus conscientes. On est vraiment conscient des enjeux, même si, entre guillemets, on ne les comprend pas encore. On ne comprend pas encore dans le sens où on va s'y intéresser, hein, aucun problème. Mais on va avoir... faut simplement se pencher sur les informations. Et je pense, notamment avec tous les mouvements sociaux qu'il y a eu récemment, qu'on est conscient des enjeux et que bah, maintenant, il faut juste saisir notre chance. Et concernant la génération égalité, je crois qu'on sera vraiment la génération égalité. Mais une égalité, encore une fois, effective. Parce que l'égalité, en soi, est, comment dire, c'est pas qu'elle est acquise, mais ça se rapporte à ce qu'avait dit Karima. Nos droits, on les a. Ils sont là, ils sont déjà là, on les a acquis. Enfin, non, ok, il en manque. Mais il faut qu'il soit appliqué de manière effective et il ne faut pas trouver des petits moyens de détourner, des détournements juridiques, des détournements par les connaissances, par le piston, etc. Ou des petites stratégies un peu
farfelu pour contourner un peu tout ça, quoi. Et donc pour moi, c'est vraiment une généralité égalité, une génération égalité et une génération effective, une génération consciente et une génération qui ira voter. Et une génération qui sera représentative aussi. Aussi, Célia. Et j'ai une question pour toi. D'où te vient cette passion pour l'équité et le bien-être collectif? Depuis quand tu as au cœur le fait d'être au service de l'autre ou de lier ton destin au destin collectif? D'où te vient ça? Est-ce que c'est lié à ton histoire personnelle? Est-ce que c'est lié... Qu'est-ce qui fait que tu as ça chevillé au cœur? Eh bien, j'ai vécu dans un quartier populaire. J'étais dans un quartier populaire et j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. J'avais de la chance avant, j'en ai plus aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a des privilèges qui ne devraient pas exister. Il y a des privilèges sociaux. Il y a des privilèges. Je pense, en fait, là, typiquement, ça va être l'exemple de lorsqu'on a les moyens, on réussit, quoi. Et donc, pour moi, ça aussi, ça se rapporte à la notion de justice sociale. Tu veux dire à toutes les choses qui sont déterminées avant qu'on ait le choix? C'est ça que Les deux. Je pense qu'il peut y avoir, comment dire, dans le milieu social dans lequel on grandit, dans lequel on vit, par rapport à ce que l'on voit tous les jours, par rapport à ce qu'on expérimente aussi nous-mêmes, quand c'est plus difficile, on a un besoin criant de justice sociale. Mais donc, par rapport à ce qu'on vit, mais aussi par rapport à la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, même lorsqu'on est lorsque ça a été plus facile pour nous par rapport aux autres, je pense qu'il y a aussi une question de, effectivement, lorsqu'on en prend conscience, on a juste envie que ce soit plus juste. Et donc, tout cela me vient d'une envie qu'on soit juste tous égaux, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Voilà, je crois que c'est le message. Mais de toute façon, tu en as beaucoup de très inspirants. Comment tu vois pour toi? Parce que est-ce que tu as un projet dans lequel tu te lances ou quelque chose dont tu as envie de nous vivre? Où est-ce que tu aurais envie? Donc tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce Oui. que tu as un projet engagé? Oui. Tu es en droit, n'est-ce pas? Oui. Voilà, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre ou quel est le projet sur lequel tu vas t'engager dans les mois à venir. Dis-nous un peu. Eh bien, j'ai un projet effectivement ça s'appellera On y a droit et ça sera une explication des fonctionnements des systèmes électoraux. Attends, mais le Donc titre on va. est génial en tout cas. Merci. Avec un joli point d'exclamation. Et puis ça passera par des documents explicatifs, certainement des PDF, mais peut-être aussi des vidéos. Et en fait, le projet sera d'expliquer le fonctionnement des différents systèmes électoraux. Et donc, ça s'appellera On y a droit. Ça n'a pas encore été lancé parce que du coup, avec le confinement, tout ça, avec les partiels en ligne, etc., ça a été plus long. Mais c'est vraiment en cours de préparation. Génial. Et donc, je suis aussi sur Twitter. C'est juste Célia Réby. Et je partage toutes mes informations. Concernant On y a droit, concernant ce projet du coup que je vais lancer, donc l'objectif sera puisqu'on explique comment ça se passe et puisqu'on explique comment ça fonctionne, puisqu'on explique que la voix n'est pas simplement un petit papier qui va dans une urne, et puisqu'on explique comment est-ce que notre voix peut être effective et peut avoir une certaine un poids en fait, eh bien je pense que l'explication fera en sorte que les gens iront plus voter et surtout les jeunes. Je parlais tout à l'heure de ceux qui ne votaient pas, ceux qui ne votaient plus, ceux qui n'y croient plus du tout, ceux qui n'y croient pas avant même de s'y être intéressés, parce que on peut dire, j'aime pas trop ce terme, mais les politiciens sont des menteurs, sont des hypocrites, etc. Mais j'ai envie de dire, allez leur demander des comptes. Allez leur demander des comptes, expliquez-leur pourquoi. Lorsqu'il y a des polémiques, pardon. Et aussi aller voter pour choisir ceux que vous voulez voir vous représenter. Oui. C'est pour ça que le vote, c'est très important. C'est aussi parce que tu vas choisir un politicien, une politicienne qui te ressemble. Tu vas choisir Célia plutôt qu'un autre. Et ça, c'est très important. Ton concept, il a déjà des femmes. Tu m'as dit, trop bien, concept.
etc. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions pour Célia ou Célia, est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux nous partager sur ta vision du monde ou quelque chose qu'on n'aurait pas traité? Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs. C'était trop passionnant, trop intéressant, vraiment. Oui, si. Tu as quelque chose que tu aurais envie de nous dire, peut-être un message d'optimisme et d'espoir. Je trouve que tu es quelqu'un de très solaire, de très animé et qu'on a vachement besoin de ça en ce moment. Est-ce que tu as un message d'optimisme pour nous, quelque chose que tu voudrais nous transmettre aujourd'hui? Je pense que, concernant l'optimisme, je pense que rien n'est perdu et au contraire, tout est à acquérir. Tout est à acquérir, je veux dire. Tout est à faire, tout est à refaire. Et lorsqu'on parle du coup de politique, eh bien, je pense que vraiment rien n'est perdu. Je pense que ce sera mon message de fin du coup. Et oui, juste, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ma phrase de fin. Tout est à faire, tout est à prendre en main. Et lorsqu'on va voter, c'est vraiment ce pouvoir qu'on saisit. Juste, même si on ne croit pas en la politique, en vrai, la politique c'est nous. Même si on n'y croit plus, bah alors allons chercher. Tu viens de dire l'essentiel. La politique, c'est toi. La politique, ça vient du mot police. C'est la vie ensemble. C'est la vie de la cité. Hein. Donc la politique, c'est toi. Et à partir du moment où tu reprends conscience de ça, pareil, plus personne ne peut te l'enlever. Avant que tu partes, Célia, parce que je n'aurais pas frustré, il y a quelqu'un qui aurait envie de tes conseils. Comment tu refais pour reprendre espoir quand tu es triste ou un peu que tu te sens pas très bien et que tu as moins confiance? Comment tu fais pour te redonner confiance et pour reprendre espoir quand tu es dans ces moments-là? Eh bien, je peux me dire tout d'abord qu'il existe d'autres personnes qui sont dans mon cas. Je peux me dire que c'est un moment passager, c'est un moment par lequel je dois passer forcément hein, les remises en question, les doutes, etc. C'est ce qui me forge. Et lorsque j'ai des doutes, justement, bah après, les doutes disparaissent et pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? C'est parce que j'ai trouvé des raisons de ne plus douter et donc ça confirme tout. Donc en fait, tout peut être transformé en positif. Et lorsque j'ai vraiment de gros moments de doute, ce que je fais, c'est que je regarde d'autres vidéos, d'autres témoignages. Je vais sur les réseaux sociaux et je regarde simplement les personnes avec qui je me bats tous les jours. Et juste les combats que je mène tous les jours et je me dis que bon bah pendant que j'étais en train de douter pendant 2-5 minutes, eh bien la lutte continuait et il y a toujours de l'espoir, toujours. Même si au fond moi j'avais de l'espoir, même s'il y avait du doute, ben les autres y croient encore et du coup j'ai envie qu'on y croit tous ensemble et donc il y a une conscience collective et donc il y a un espoir collectif et donc on peut tout changer. Célia, on va devoir bientôt se laisser. Tu sais qu'il est 13h05, mais je pourrais t'écouter des heures. Je voudrais te remercier 1000 fois. Merci beaucoup, Axel. Pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas devenir. On le sait déjà. Tu es déjà quelqu'un de très important pour la communauté en général. On a besoin de toi. Et merci. Merci d'avoir fait cette vidéo. Je voudrais inviter tout le monde à voir cette vidéo sur YouTube, sur l'éducation. Cette interview avec Karima Aoud, qui est éducatrice spécialisée sur le terrain. Invitez tout le monde à te suivre. Invitez tout le monde à suivre le forum Égalité de Révèle qui aura lieu jusqu'à demain. Il y aura d'autres lives. Je voudrais te dire que je vais te suivre de près, Célia. Je vais garder beaucoup de tout ce que tu as dit aujourd'hui près de mon cœur, de mes tripes et de ma tête. Merci à beaucoup. Toi. Merci, c'était un super échange, vraiment, très enrichissant. On se revoit très vite, Célia. Merci pour tout. Merci à toi et bravo. Merci. Bravo.